préfecture de police de Paris. Dans ses vitrines, la collection d'objets la plus incroyable de l'histoire de la criminalité en France. L'œilleton dans lequel le docteur Petiot regardait agoniser ses victimes, la cordelette qui servit à étrangler l'huissier Gouffé, la chaudière de Landreuse. Couteaux, revolvers, matraques, toutes ces armes ont été utilisées pour commettre les crimes les plus abominables. À partir du 19e siècle, les policiers font appel à la science pour résoudre leurs enquêtes. L'anthropométrie, l'étude de l'iris humain, la graphologie et la morphopsychologie sont utilisées. Dans les archives du musée, les comptes rendus d'enquête, les scripts des interrogatoires, les croquis des scènes de crime vont nous emmener sur la piste sanglante des plus grands meurtriers de l'histoire. « 1946. La Deuxième Guerre mondiale vient de s'achever. La France reconstruit ses villes éventrées et pense ses campagnes meurtries. Mais la paix n'est pas encore gagnée. De nombreuses armes circulent et la criminalité atteint des sommets dans tout le pays. Pour ne rien arranger, les forces de l'ordre ayant collaboré avec les Allemands pendant la guerre ne sont plus respectées par la population, ce qui laisse le champ libre aux criminels en tout genre. Le journal Détective enquête dans toutes les régions. En Franche-Comté, c'est le gang des tueurs de veuves qui défraie la chronique. Dans le Puy-de-Dôme, le fou de minuit. En Aquitaine, le fou de la lande. Ailleurs, la bande des ravageurs, l'assassin sans visage. Au milieu de toutes ces affaires, une série de crimes va tout particulièrement choquer un département. En Aveyron, dans la vallée du Lot, de 1946 à 1953, des fermes sont brûlées et les habitants, qui sont retrouvés à moitié calcinés, portent tous la même blessure à la tête causée par un bigos, un outil de cultivateur. La rumeur enfle, les suspicions fusent, et si le coupable était du coin, la population se barricade et s'épie. Il faut dire qu'à cette époque, la campagne n'est pas un endroit sûr. Les détrousseurs et les faux maquisards y font leur loi. Règlement de compte d'après-guerre ou simple crime crapuleux, la vallée du Lot va vivre une décennie bien tumultueuse. Le 28 décembre 1946, au lieu dit le Roucanel, un hameau du Nord Aveyron, Monsieur Brasse, un cultivateur d'une quarantaine d'années, décharge des bûches dans la cour de sa ferme. Il est 18h30. En rentrant, il croise son voisin, Monsieur Cavial. Ils échangent quelques politesses et Monsieur Brasse rentre chez lui. Le dîner est presque prêt. Jeanne Niel, sa bonne, s'affaire en cuisine. Monsieur Brasse est célibataire et sans enfant. Jeanne Niel, fille mère, que sa condition a elle aussi éloignée du mariage, travaille au service du cultivateur depuis quelques années. La soirée débute calmement, près du foyer que le bois, encore vert, fait crépiter. Une demi-heure plus tard, un de ses voisins aperçoit une lueur rouge qui tranche sur le blanc de la neige. Bientôt, des flammes s'élèvent dans la direction de la ferme Brasse. Le fermier se précipite, rejoint par les proches voisins. Les flammes sont en train de dévorer la maison. Pendant que certains appellent Monsieur Brasse et Jeanne, d'autres vont chercher de l'eau dans le puits. Aucun cri ne parvient de la ferme. Il est trop tard. Au matin de décembre, on reçoit un incendie et les voisins qui se précipitent trouvent dans les décombres le cadavre de ces deux personnes. À l'époque, il y a beaucoup d'affaires qui défraient la chronique, mais qui sont plutôt
liées à la période de trouble qui suit la libération. Mais comment ce violent incendie avait-il pu se déclarer? Comment les deux habitants qui étaient en bonne condition physique avaient-ils pu se faire surprendre? Les gendarmes trouvèrent dans la cave 2 bidons d'essence de 5 litres, vides. Et il y aura 2 hypothèses. L'hypothèse la plus probable qu'il y a un crime suivi d'incendie. La seconde, que c'est peut-être un accident qui a suscité le sinistre et qui a asphyxié les 2 victimes. À l'étage, des bijoux semblaient avoir disparu. Il était clair que l'incendie n'était pas accidentel, mais bien criminel. Madame Bessières, cousine de Monsieur Brasse, était passée plus tôt dans la journée et n'avait rien remarqué d'anormal. Elle rapporte aux policiers que 8 jours plus tôt, un marchand de fruits et légumes était passé à la ferme et que Monsieur Brasse l'avait trouvé louche. Mais cette piste n'est pas suivie. L'affaire n'ira pas plus loin et cela va rebondir et devenir d'autant plus ténébreux que quelques années après, d'autres crimes, d'autres affaires vont voir le jour dans la même région. Et donc on va se dire que c'est peut-être la première affaire d'une longue série. En mars 1949, le moulin de Verrières, situé au bord du Lot, est assailli par les flammes. Il est 16 heures quand M. Batute, le voisin, aperçoit l'épaisse fumée qui s'échappe du moulin, caché par de grands arbres, et se trouvant en contrebas de la vallée. Il va aussitôt faire sonner le tocsin pour prévenir les pompiers. Le moulin de Verrières est une ferme, une exploitation qui se situe sur la commune de Sébrazac. Et donc ce jour-là, les voisins aperçoivent des flammes, se précipitent et vont trouver dans l'étable que le feu n'a pas encore ravagé le corps de Paul Pellegris. En soulevant sa casquette, il découvre une entaille profonde sur le crâne. Le docteur Blanc constate que la mort remonte à plusieurs heures. Mais où était son épouse, Madame Pellegris? Le groupe se tourne alors vers la maison où les pompiers s'activent encore à maîtriser l'incendie. Une fois éteint, ils pénètrent dans les ruines de la demeure et c'est avec effroi qu'ils découvrent le corps de Madame Pellegris, recroquevillée dans son lit. L'incendie semble s'être déclaré à côté d'elle, tant son corps est calciné. Le journal Détective, rapidement présent sur les lieux, titre « Un cadavre fondu rétréci ». Les gendarmes sont rapidement rejoints par le commissaire Prieussel et ses inspecteurs Eibelen et Vacher de la brigade mobile de Montpellier. Le docteur Trémolière, médecin légiste, pratique l'autopsie des cadavres. La conclusion ne se fait pas attendre. Les époux Pellegris ont bien été assassinés. Ils ont succombé à la même blessure, un coup porté au moyen d'un instrument contondant qui a pénétré dans le crâne sur une profondeur de 6 cm. Les premiers éléments de l'enquête établissent que les fermiers possédaient de l'argent et des bijoux, dont on ne retrouve aucune trace. Les recherches d'indices s'annoncent difficiles. Le moulin n'est plus qu'un amas de ruines fumantes. Celui ou ceux qui ont fait le coup devaient non seulement connaître le coin, mais aussi les habitudes des fermiers. Regardez cette descente en pente raide et la pique qui l'aborde, et vous serez forcé de conclure que celui ou ceux qui l'ont prise, cette nuit-là, dans l'obscurité, savaient parfaitement où ils allaient. De plus, selon les voisins, le chien n'a pas aboyé de la journée, comme s'il connaissait l'assassin. Évidemment, on fait le parallèle avec l'affaire du Roucanel 2 ans plus tôt, mais on n'arrive à aucune conclusion, on ne trouve pas de suspect
vraisemblable. Et le fait que les autorités ne parviennent pas à trouver un coupable commence à susciter dans la région cette psychose qui fait que beaucoup d'agriculteurs, à la nuit tombée, se barricadent, le fusil chargé à portée de la main, et se méfient de tout le monde. La population locale est très touchée par ce crime atroce, d'autant plus que le couple Pellegri était très apprécié. Les enquêteurs interrogent les mendiants et romanichels de la région, mais aucun ne semble être impliqué. Ils interrogent ensuite les voisins. Monsieur Belloc, qui s'était réveillé pendant la nuit à 4 heures du matin, avait vu une lumière éclairant la cuisine des Pellegri. Ce fait était d'ailleurs corroboré par la découverte de 2 verres et d'une bouteille sur la table épargnée par l'incendie. Quelqu'un avait donc bien été présent à la ferme cette nuit-là. Les rumeurs allaient bon train dans l'Espagne lyonnais et les révélations étaient plus étonnantes les unes que les autres. Le fermier Pellegri aurait eu dans le passé des relations avec des trafiquants d'or et des virtuoses du marché noir. C'est important, le contexte à la fois politique, social et je dirais aussi environnemental. On est dans une région assez accidentée, faite de vallons, de vallées, de plateaux, assez boisés, sans de gros villages, donc des fermes qui sont isolées. Et effectivement, entre ces différentes fermes, on s'épie, on se jalouse. Des rumeurs, parfois fondées, d'autres infondées, qui naviguent un petit peu dans cette région. Contexte politique aussi, parce qu'on est dans l'après-guerre. Il y a des armes qui circulent, on le sait. Et puis des jalousies vis-à-vis notamment du marché noir, au niveau d'un certain nombre de fermes, d'agriculteurs, en opposition à ceux qui ont participé à la résistance. À partir de 1943, en France, les maquis se développent. Des bandes de résistants s'installent dans les forêts, dans les montagnes, pour mener un combat patriotique et participer à la libération de la France. En Aveyron, et plus particulièrement dans la vallée du Lot, on dénombre pas moins de 15 maquis. Les premiers maquis apparaissent en France au début de l'année 1943, dans le contexte de la loi sur le STO, qui obligeait les jeunes Français à aller travailler en Allemagne. Beaucoup de jeunes refusent de partir en Allemagne, deviennent ce qu'on appelle des réfractaires, et certains d'entre eux donc, vont prendre le maquis. Alors, on peut faire une typologie, donc il y a le vrai maquis, le maquis authentique, qui respecte les instructions d'Alger, qui mène une lutte patriotique pour la libération du territoire et qui est normalement correctement encadré, souvent d'ailleurs par des officiers de réserve ou même des officiers d'actifs qui ont rejoint la résistance. Ensuite, on a ce qu'on appelle les maquis noirs. Alors, un maquis noir, c'est un maquis qui peut être composé d'authentiques résistants, de gens qui ont rejoint la résistance en 1943, mais qui vont avoir à leur tête un chef de maquis qui n'est pas forcément un officier d'active et qui va se comporter un petit peu comme un seigneur de guerre, qui ne va respecter aucune instruction, aucune directive, qui va agir de façon isolée. Et du coup, ça crée une certaine confusion, parfois avec des pillages, avec des exactions. Et puis on a ce qu'on appelle les faux maquis. Donc là, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec la résistance. C'est même souvent des délinquants de droit commun qui profitent de ce contexte particulier de la fin de la guerre, alors qu'il y a beaucoup de zones de non-droit en France, pour se faire passer pour des maquisards. C'est très facile de se faire passer pour un maquisard, puisque les maquisards n'ont pas d'uniforme, n'ont pas forcément d'insigne, etc. Il suffit d'avoir une arme, de se mettre un petit brassard et d'écrire FFI dessus, voilà. Et on peut se prétendre maquisard. Donc le marché noir a été un phénomène très important sous l'occupation, puisque entre 1940 et 1944, il y a eu plus d'1 million de procès-verbaux qui ont été établis pour des infractions à la législation économique. Donc on voit bien là qu'il y a un phénomène de très grande ampleur. Mais surtout, le marché noir ne s'arrête pas avec la fin de la guerre, avec la libération. Pourquoi ? Parce que
les pénuries ne disparaissent pas comme ça du jour au lendemain. La reconstruction va prendre plusieurs années. La France est un pays qui a été pillé par les Allemands, qui est en grande partie détruite. Donc le remettre en route prend du temps. Les restrictions sont maintenues jusqu'en 1949. Et ce maintien du marché noir fait que toutes les rancœurs qui avaient pu être suscitées par le phénomène sous l'occupation se maintiennent ensuite, après la libération. Et qu'on va continuer à accuser son voisin, son commerçant, tel le producteur agricole, de profiter de la situation, de s'enrichir par le biais du marché noir. Mais dans la région, d'autres rumeurs circulent. Un brigand serait de retour. On l'appelle le Masque Rouge. Il sévissait quelques années plus tôt dans les sentiers isolés, accrochés au flanc des monts, dans ces raccourcis qu'empruntent les paysans. Cette sorte de bandit de grand chemin qui, au soir des foires dans la région, attend les agriculteurs qui ont bien vendu soit une vache, soit un cochon, etc., avec le portefeuille bien rempli dans la poche et qui reviennent à pied à travers les sentiers de l'Espalionnais. Et là, le Masque Rouge les attend avec une mitraillette Stern, une arme qui est connue parce qu'il y a eu la résistance, parce qu'il y a eu la libération. Et ce Masque Rouge va sévir entre le 1er octobre 1946 et le mois de juin 1947. Et puis tout à coup, cette histoire va s'évanouir. Il n'y aura plus d'agression à partir de cette date-là. Donc on se pose des questions dans la région. Il y a la rumeur aussi. On parle d'un fils de bonne famille qui s'amuserait à jouer les Robins des Bois. Et surtout, ce que les agriculteurs agressés remarquent, c'est un fort accent étranger. Et ça, c'est quand même particulier à la région. Alors, de suite, la rumeur enfle. On soupçonne un soldat allemand déserteur qui se serait protégé dans la région. Le 12 août 1951, la brigade d'Espalion, dirigée par le lieutenant Boulanger, est appelée à la ferme de la Combe d'Ardenne. Son habitante, Madame Marie Pratt, une septuagénaire, a été retrouvée morte quelques heures plus tôt. C'est sa fille, Madame Moncey, 51 ans, qui, en rentrant de la messe, a fait la macabre découverte. Il était environ 13 heures. Fait étrange, la porte de la ferme était fermée à clé. Madame Moncey raconte au lieutenant que comme sa mère ne répondait pas à ses appels, elle était montée sur une échelle et avait cassé une fenêtre du premier étage pour rentrer dans la maison. Lorsqu'elle revient, elle retrouve sa mère étendue par terre dans une mare de sang. L'enquête montre que probablement le vol est le mobile du crime, puisque un coffre contenant des bijoux et des billets de banque a disparu. Donc l'enquête s'oriente vers l'hypothèse d'un rôdeur. Les premières constatations médicales, faites par le docteur Alcover, établissent que la mort est due à plusieurs fractures du crâne. 7 exactement, provoquées par le choc d'un instrument contondant ou semi-tranchant, et que le meurtre a été commis entre 10h30 et midi. Le rapport médical interpelle les policiers. Une fois de plus, la victime porte une entaille à la tête, provoquée par le même genre d'arme que sur les affaires précédentes. Arrivé sur les lieux du crime en fin de journée, le substitut Teillard, le juge d'instruction Vezin, ainsi que les inspecteurs de la brigade mobile Bressol, Boissin et Granier poursuivirent nuit et jour leurs investigations. Quelques jours après le meurtre, un gendarme découvre l'arme du crime à quelques centaines de mètres de la ferme. C'est une pioche pour la vigne, un bigos. Sur les parties triangulaires et tranchantes, des cheveux de la victime y sont encore accrochés. Un gros marteau et un vieux canon de fusil sont également retrouvés dans le voisinage. Le mode opératoire semble, encore, être le même que sur les crimes précédents.
Bon, il y a déjà la zone géographique, ça c'est un point commun. Dans 2 cas sur 3, l'usage du bigos, bon, c'est quand même très spécial. Enfin, il n'y a qu'en Aveyron qu'on voit ça. Tuer quelqu'un à coups de binette dans le crâne, c'est quand même une sauvagerie extraordinaire. Et donc le fait que ça soit employé à plusieurs reprises tend à faire penser ou bien que c'est le même individu ou alors qu'il y a un phénomène d'imitation. Ce qui est différent des 2 autres affaires criminelles, cette fois, la ferme n'a pas brûlé. Est-ce que le criminel a été surpris, n'a pas eu le temps, a dû s'enfuir? Est-ce que c'est une autre personne? Ça reste encore mystérieux. Cette fois-ci, les policiers utilisent le flair d'un berger allemand du nom de Zala. On le lance sur les traces des dernières personnes venues dans la maison. L'entourage de Madame Pratt est passé au crible. Les enquêteurs interrogent tout d'abord Madame Moncey, la fille de la victime. Il était de notoriété publique que mère et fille se disputaient régulièrement à propos de la vente de la ferme, la seconde s'y opposant fermement. Le chien Zala dirige alors les policiers vers un berger de Belcastel. Son flair redoutable ne s'était pas trompé. Cet homme connaissait bien Madame Pratt, mais surtout sa fille dont il était l'amant. Mais comme il avait un bon alibi, cette piste fut rapidement écartée de l'enquête. Sur ces entrefaits, l'infatigable Zala conduisit tout droit les enquêteurs jusqu'à la chambre d'un garçon de ferme travaillant dans une exploitation voisine. Édouard Capoulade, 33 ans, d'assez médiocre réputation dans la région et qui travaillait parfois pour la victime. Capoulade, c'est quelqu'un qui vit dans une petite exploitation agricole, qui a un peu ruiné l'héritage paternel. On sait qu'il boit. S'il boit, il peut être violent. Et aussi, il a besoin d'argent. Or, on sait très bien que le mobile du crime à la Combe d'Ardennes, mais aussi au Moulin de Verrières, c'est quand même l'argent. Et donc, Capoulade, de ce fait, peut être le voleur idéal. Et donc, les enquêteurs vont l'interroger. L'homme se défend de ces accusations. Il reconnaît avoir quitté Espalion le dimanche 12 à 10h du matin et être arrivé à son domicile 2h30 plus tard. C'est 4 fois le temps qu'il aurait dû mettre. Mais il explique qu'il s'est promené et qu'il n'est pas impliqué dans le meurtre de la vieille dame. Sa défense est bien faible, mais le témoignage d'un autre homme, M. Conquet, allait soutenir sa version. Ce monsieur, de bonne foi, affirme être passé à 10h30 chez la veuve Pratt. Il a frappé à la fenêtre, mais elle n'a pas répondu. L'agression avait dû se dérouler avant 10h30. Or, Édouard Capoulade était encore à Espalion à cette heure-là. Au 3e jour de l'enquête, Capoulade est innocenté, en dépit de l'obstination de la chienne Zala à le désigner comme étant le dernier visiteur de Madame Pratt. Les enquêteurs doivent recommencer leurs recherches à zéro. Ils sont résignés. Mais c'était sans compter sur un coup de main du destin. Le témoin, M. Conquet, revient sur sa première déposition. Il a fait une erreur sur l'horaire, à cause de sa montre qui retarde d'une demi-heure, et il ne s'est pas rendu chez la victime à 10h30 comme il l'a déclaré, mais un peu avant midi. Tout est alors remis en question. Et finalement, Capoulade pouvait être présent à ce moment-là à la Combe d'Ardennes, ce qui en fait effectivement un coupable. Il faut aussi savoir que les enquêteurs sont quasiment obligés de trouver un coupable. Je rappelle, le Roucanel, le Moulin de Verrières, d'autres affaires qui se sont déroulées aussi dans cette région où il n'y a pas eu véritablement d'enquête approfondie. Donc il faut qu'ils trouvent un coupable. Et Capoulade est vraiment le coupable idéal dans leur esprit. Invité à s'expliquer à nouveau, Édouard Capoulade finit par avouer le meurtre de la veuve Pratt. Il s'était rendu chez elle pour réparer un de ses outils. Le drame se noua quand elle lui remit un acompte, si insuffisant qu'il entra dans une colère noire.
il prit un bigos et la frappa. Il la traîna ensuite avec une corde de la cuisine jusqu'à l'entrée. Il récupéra son argent et ses bijoux, mais il oublia le portefeuille. Ensuite, il sortit, jeta la pioche et garda la clé de la porte qui était fermée à double tour. « Afin de gagner du temps en cas de visite », dit-il. Les Espalionnais pouvaient enfin respirer. L'assassin de la Vallée Rouge était arrêté. Pourtant, 6 mois plus tard, le meurtrier au bigos frappa de nouveau. Le 18 février 1952, à 15 h, la sirène des pompiers d'Espalion résonne dans la vallée du Lot. À 4 km de la ville, à Bessuéjoul, au lieu dit la Bessette, un incendie s'est déclaré dans la ferme de la famille Morel. Le village n'est pas équipé de téléphone et les pompiers, alertés tardivement, trouvent la ferme en proie à des flammes dévorantes. Alors, les moyens de communication, ils ne sont pas comme aujourd'hui. Quasiment pas de téléphone dans les fermes. Pour certaines fermes aussi, pas d'électricité. C'est des conditions encore, on ne va pas dire médiévales, hein, mais qui n'ont pas véritablement évolué. Et d'ailleurs, les affaires de l'Espalionnais vont provoquer effectivement, et c'est le côté un petit peu, on va dire, positif de ces histoires, une modernisation. Par peur, certainement, on va mettre le téléphone dans les fermes, on va mettre l'électricité, tout ça pour avertir la gendarmerie ou les pompiers le plus rapidement possible. Louis Morel, voisin le plus proche, est le premier à arriver sur les lieux et c'est lui qui va faire la macabre découverte. Quand j'ai vu que c'était le grenier à fourrage qui flambait, explique-t-il aux enquêteurs, j'ai tout de suite pensé aux bêtes qui étaient en dessous. Il fallait d'abord les sortir et ensuite empêcher la propagation du feu à la maison attenante. En poussant la porte de l'étable, j'ai senti une résistance. C'était le corps d'Abel Morel. J'ai bien vu du sang, mais j'ai cru à un accident. Je l'ai porté dans le séchoir et j'ai sauvé les bêtes. Il découvre à l'intérieur de la ferme 3 cadavres. Dans la grange, le père, Abel, la mère, Léonie, qui est dans la cuisine, et dans une chambre, leur fille, qui s'appelait Valérie, qui avait à peu près 45 ans, et tous les 3, donc, tués à coups de bigos. Pendant ce temps, les pompiers ont maîtrisé l'incendie et sauvé l'habitation. Seule la grange et l'étable ont brûlé. Il semble évident que la famille Morel a été assassinée et que le meurtrier a mis le feu à l'édifice pour effacer toutes ses traces. C'est de nouveau la 14e brigade mobile de Montpellier qui est chargée de l'enquête. Le mobile du crime ne fait aucun doute, c'est le vol. Les meubles sont éventrés, les tiroirs renversés, les bijoux et la montre en or de Valérie ont été dérobés. On est toujours dans le même mode opératoire que les affaires précédentes. Un incendie qui se déclare dans l'après-midi, vers 15 h. Les gens se précipitent, pensent à un incendie involontaire, et puis là, ils découvrent les cadavres des Morel, et aussitôt, effectivement, la relation se fait avec les autres affaires, d'autant plus que ce sont les mêmes blessures apparentes qui reviennent. Donc on pense que c'est toujours la même personne. Le médecin légiste, après l'autopsie des cadavres de la Bessette, détermine qu'ils ont été tués le lundi matin, très tôt, avant même d'avoir pris leur petit déjeuner. Les recherches s'orientent sur un groupe de gens du voyage qui ont été vus près de la Bessette le jour du drame. Rapidement retrouvés, on écarte cette piste. Une chose intrigue les commissaires Brieussel et Bruneton. Les chiens des Morel et ceux de la ferme voisine n'ont pas aboyé. Le criminel était-il un familier des lieux? Et pourquoi n'avoir pas commis le délit le dimanche, lorsque tout le monde était à la messe? L'absence du criminel à l'office aurait-elle pu le rendre suspect auprès des habitués du hameau?
proche voisin des Morel, Jean-Auguste Boudou, était arrivé le dernier lors de l'incendie de la ferme. Il n'avait pas mis beaucoup d'énergie à aider les secours. Immanquable lors des offices à l'église, où sa voix portait plus que les autres, lors des obsèques de la famille assassinée, il avait chanté d'une voix blanche, presque inaudible. Avait-il quelque chose à se reprocher? Les inspecteurs portèrent toute leur attention sur ce personnage. Auguste Boudou, il a une réputation dans la région. Pendant la Première Guerre mondiale, on dit qu'il a été nettoyeur de tranchées, ce qui en fait un égorgeur en puissance. Et puis, c'est quelqu'un qui est un petit peu sombre, parfois violent, hein, même si il a la réputation aussi de faire danser les gens de la région lors des petits bals qui s'y déroulent. Et puis surtout, on sait qu'il a besoin d'argent, qu'il devait rembourser une grosse somme au Crédit Agricole, et donc ils vont essayer de le coincer. Le commissaire Brieussel imagine une stratégie. Pendant qu'il va accaparer l'attention de son suspect, l'inspecteur qui l'accompagne ira fureter dans la maison à la recherche d'indices. Et ça marche. Il trouve un portefeuille rempli de billets. Il y en a pour 50 000 francs. Lorsqu'il revient dans la cuisine, il demande innocemment à Boudou combien il a d'économies. Boudou lui répond « Oh, pas grand-chose, 5 à 6 000 francs. » Alors l'inspecteur lui met sous les yeux le portefeuille et lui demande d'expliquer d'où provient tout cet argent. Je l'ai trouvé dans la châtaigneraie, explique Boudou, et je l'ai gardé pour payer mes dettes auprès du Crédit Agricole, dit-il d'un ton mal assuré. C'est faux, lui rétorque le commissaire. La dette, vous l'avez déjà remboursée le 25 février. L'interrogatoire se fait alors plus incisif. À quelle heure vous êtes-vous levé le 18 février? À 5 heures pour soigner les bêtes. Et ensuite, je me suis promené. Dans la neige, rétorque Brieussel. Boudou ne sachant plus quoi répondre, les deux policiers s'adressent à sa femme, qui leur explique que le jour du drame, son mari a dit qu'il s'était rendu chez les Morel. Les policiers font alors le tour de la propriété et y trouvent un bigos, peut-être l'arme du crime. Devant tous ces indices, ils décident d'embarquer leur suspect à la gendarmerie. Le 7 mars, il est transféré à l'hôtel de police de Rodez. Il n'y a pas beaucoup de place dans le commissariat, on fait donc attendre Boudou dans une petite salle voûtée. Un homme est installé à un bureau, il rédige un rapport. C'est le commissaire Bruneton. Boudou ne l'a jamais vu et entame la conversation pensant avoir affaire à un secrétaire. « Vous faites partie du brave monde ?» lui demande-t-il, sous-entendant qu'il n'était pas policier. « Bien sûr », lui répondit Bruneton d'un air entendu. Alors Boudou se confie. Il parle de ses dettes, il dit que son voisin Morel avait plus d'argent qu'il ne faut, et que la tentation avait été de se servir chez lui, et qu'après, les choses avaient dérapé. À ce moment de son récit, le juge d'instruction Vezin entra dans la pièce. Boudou se tournant alors vers lui, l'apostropha en patois. « Quelle bêtise j'ai faite, monsieur Vezin !» Donc ça, c'est un des éléments qui est à charge. Donc la police le cuisine de plus en plus, et puis au bout d'un moment, il est un peu saoulé de questions, probablement saoulé de coups aussi. Il finit par dire « oui, c'est moi qui ai fait le coup ». Boudou avoue le triple crime de la B7. Il raconte qu'il est allé chez les Morel pour des questions d'argent au petit matin, qu'il a d'abord tué le père Morel et ensuite assassiné les deux autres membres de la famille avant de mettre le feu à la paille, une paille un petit peu mouillée pour que le feu ne prenne pas trop rapidement et lui laisser le temps de s'enfuir. C'est la raison pour laquelle, si le crime s'est déroulé au petit matin, l'incendie n'a été aperçu qu'en milieu d'après-midi, ce qui laissait le temps à l'assassin, évidemment, de s'enfuir.
Quelques jours plus tard, Boudou revient sur ses aveux, extorqué sous la contrainte, clame-t-il. Le médecin constate en effet qu'il a un énorme hématome sur les fesses. Les policiers expliquent qu'il est tombé pendant la reconstitution sur le terrain glissant. Les inspecteurs de la brigade mobile, ce sont des durs à cuire. Et donc, ils ont aussi le besoin d'un résultat, parce que dans la région, quand même, la population, mais aussi les édiles municipaux s'inquiètent quand même. On en est, à cette époque-là, en l'espace de 6 ans, à 13 crimes, dont la plupart n'ont pas été élucidés. Et là, on est dans un triple crime. Donc, c'est à la fois l'horreur, c'est à la fois la peur, et les gens ne crient pas vengeance, mais demandent véritablement que cette fois, on trouve le coupable. Donc, finalement, quelque part, tous les moyens sont bons pour faire avouer. L'instruction fut longue et laborieuse. Boudou, dans sa cellule, envoya une lettre au juge d'instruction reconnaissant qu'il avait bien tué les Morel, mais aussi la veuve Pratt à la Combe d'Ardennes, et s'accusa même du meurtre d'un employé de chemin de fer qui avait disparu le 10 juin 1913. Finalement, après 4 ans d'enquête, on boucla le dossier d'instruction. Boudou pouvait être jugé. Le monstre enfermé, la population pouvait enfin dormir tranquille. Mais il semble que tous ces crimes horribles avaient perturbé l'esprit des plus faibles, et le 21 avril 1953, un nouveau drame allait se dérouler dans la région. Dans la maison en feu du maire de Coudoustrine, les pompiers découvrent M. Brassat dans sa chambre, grièvement blessé. Il a le visage entaillé de profondes blessures. Le pauvre homme va décéder rapidement, sans avoir pu donner le nom de l'assassin. Dans la cuisine, sa femme gît dans une mare de sang. L'arme qui a servi au criminel a transpercé sa tête et est restée plantée dans le sol en bois. C'est un bigos. Au petit matin, près de la rivière, on retrouve Joseph, le fils aîné de la famille. Lui aussi a été massacré avec l'arme redoutable. Seul le petit Louisou, 14 ans, a échappé à la tuerie. Il s'est enfui par la fenêtre, à l'aide d'une corde, pour aller prévenir les voisins habitant le moulin proche de la demeure. Cette affaire Brassat, elle est emblématique de la région. Le feu qui prend à la maison des Brassat, qui est le maire de la commune, et le fils Brassat qui sort en courant de cette maison, qui avertit le voisinage en disant on a tué toute ma famille, avec le même mode opératoire, toujours ce fameux bigos. Sauf que les enquêteurs, là, vont vite se rendre compte que le crime, il a été perpétré par le fils Brassat lui-même dans une sorte de coup de folie. Lors de l'interrogatoire, le jeune Louisou avoue en effet rapidement avoir assassiné toute sa famille. C'est une série de réflexions sur son comportement qui l'a fait voir rouge. Repensant au crime de la Bessette, il s'est saisi d'un bigos et en a frappé sa mère, puis pris d'une folie meurtrière, il tua son père qui priait dans sa chambre et son frère près de la rivière. Dans le village, Louisou Brassat était déjà connu pour son caractère impulsif et ses humeurs changeantes. Son père, de par ses fonctions de maire, l'avait régulièrement emmené sur les scènes de crime de la Vallée Rouge, ce qui aurait pu lui monter à la tête. Il a voulu, dans un coup de folie, en faire une copie exacte, finalement, du Roucanel, du Moulin de Verrières, de la Combe d'Ardennes et de la Bessette. Sauf que là, les enquêteurs ont vite découvert la supercherie. Ses aveux passés, Louisou Brassat ne désirait plus qu'une chose, c'est qu'on le laisse tranquille. Il allait être satisfait puisqu'on l'enfermait en prison jusqu'à son procès qui eut lieu 2 ans plus tard. Il fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. Sa peine fut commuée en 20 ans de réclusion criminelle par le président René Coty. Pendant ce temps-là, Boudou attendait toujours son procès en prison. Édouard Capoulade, l'assassin présumé de la Combe d'Ardennes, fut lui traduit devant la cour d'assises de l'Aveyron le 25 mars 1953.
Les aveux qu'avait fait Boudou dans la lettre qu'il avait écrite au juge d'instruction Vezin penchèrent dans la balance. Malgré les éléments démontrant que Capoulade pouvait être l'auteur du meurtre de Madame Pratt, les jurés ne voulurent pas prendre le risque d'une erreur judiciaire. Il fut acquitté et ressorti libre du tribunal. Le procès tourne court parce que l'avocat de Capoulade, qui est maître Escafre, explique qu'il n'y a pas de preuve indiscutable sur la culpabilité de Capoulade. Et j'ai un souvenir personnel, j'avais 11 ans, mais je m'intéressais déjà aux affaires crapuleuses et aux affaires criminelles de l'Aveyron. Et j'étais à la sortie du palais de justice, mais j'ai vu, de mes yeux vus, Capoulade, je vois encore son visage congestionné, avec un triple menton, un homme corpulent, le thème plutôt sanguin. Donc il sort content, évidemment, libre. Mais là, je ne sais pas quelle est la frontière entre l'histoire et le roman, mais la rumeur a prétendu que Capoulade avait trop copieusement arrosé sa libération et que, en tout cas, le fait est, c'est qu'il est mort très peu de temps après, alors qu'il n'avait pas normalement l'âge de mourir. Le 19 juin 1956, plus de 4 ans après son arrestation, eut finalement lieu le procès de Jean-Auguste Boudou. Une foule importante se massait devant le palais de justice de Rodez, voulant savoir si, oui ou non, on avait enfin arrêté le monstre qui avait terrorisé la région. C'est dans une salle comble que l'accusé apparaît, vêtu d'un costume sombre, le bleu de sa chemise faisant ressortir la lividité de son teint tourmenté. Donc le procès s'ouvre. J'en ai un souvenir d'autant plus vivace que j'ai assisté à la plupart des audiences. J'avais 14 ans. Il fait une chaleur à crever comme il peut faire un chaud au mois de juin à Rodez. Et ce procès va être émaillé d'incidents. Le tribunal est présidé par le conseiller Guigues, assisté de 2 assesseurs ruthénois, les juges Sulbach et Grenet. Le ministère public est représenté par le procureur Martin. Boudou est défendu par 3 avocats, Maître Martin, Maître Chardoulon et Maître Marre. Donc il y a bien sûr la lecture de l'acte d'accusation et puis après le défilé des témoins. Et au fur et à mesure, beaucoup des preuves ou des présomptions qui soutenaient l'accusation deviennent erronées. Par exemple, l'accusation se repose en partie sur les déclarations d'un détenu qui était à la prison de Rodez en même temps que Boudou et qui a prétendu qu'un jour Boudou lui a dit c'est moi qui les ai tués tous, j'en ai 9 sur la conscience. Et j'ai même descendu un type en 1913, nommé Faux, je crois. Et là, le maître Marre, pendant l'audience, va dire mais c'est absolument impossible, parce qu'au moment où il a été tué, ce type-là, Boudou, il faisait son régiment dans les chasseurs alpins, il était à Grenoble. On a l'impression que quand on veut trop prouver, en fait, ça devient fragile. Boudou réfuta toutes les accusations, racontant qu'il avait avoué sous la contrainte, que la lettre qu'il avait envoyée au juge d'instruction Vezin lui avait été dictée par des types, dit-il, dans la prison qui le menaçaient. Il ne reconnaissait rien. Seules les précisions apportées par le commissaire Bruneton, à qui Boudou avait fait en premier ses aveux, vont conforter les jurés dans le sentiment de culpabilité de l'accusé. Et alors, des 3 avocats, le plus brillant, Maître Marre. Dans la dépêche midi du lendemain, René Moriès, qui était un chroniqueur célèbre, rédacteur en chef à la dépêche, qui avait couvert le procès, disait « C'est bien dommage que Maître Marre ait parlé en premier, parce que s'il avait plaidé en dernier, juste avant la délibération du jury, peut-être le verdict aurait été différent. » Et effectivement, je n'ai jamais entendu une plaidoirie aussi époustouflante. Vraiment, c'était pendant 2 heures à reprendre
tous les éléments l'un après l'autre à démontrer au moins le doute, sinon la nullité des arguments, et d'un ton à la fois bien maîtrisé mais extrêmement pathétique, puisque je crois que Maître Marre était intimement convaincu de l'innocence de son client. Souvent des avocats qui jouent un peu des comédies parce que c'est leur métier, mais là je crois qu'il en souffrait dans sa chair. Et quand il s'est littéralement affalé au terme de sa plaidoirie de 2 heures, c'était 1h moins le quart, tout le monde était convaincu que Boudou venait de sauver sa tête. À la fin de l'audience, comme il est d'usage avant que la cour ne se retire pour délibérer, le président Guic s'adresse à l'accusé et dit « Accusé, levez-vous. Qu'avez-vous à déclarer pour votre défense ?» Et Boudou se lève et dit « Je suis innocent de tout. » Il y a un incident bizarre, c'est que le président, au lieu de dire « Garde, faites retirer l'accusé », il dit « Garde, faites retirer le condamné ». Et Maître Marre se lève comme par un ressort, en disant quand même sur un ton un peu humoristique « Pas encore, Monsieur le Président ». Donc c'est un vice de forme énorme. Donc la cour se retire, délibère pendant plus d'1 heure, la foule attend, il y a beaucoup de fièvre. À 20h30, Boudou, déclaré coupable, est condamné à mort. Il se pourvoit alors en cassation et le 8 novembre 1956, le procès est annulé pour vice de forme. Il y aura un nouveau procès devant la cour d'assises de l'Hérault à Montpellier. Le 16 janvier 1957, le deuxième procès de Jean-Auguste Boudou n'attire pas la foule comme à Rodez. Il faut dire que les conditions climatiques de l'Aveyron, en ce début d'année, sont plutôt rudes et le voyage d'Espalion à Montpellier plutôt délicat avec la neige qui a blanchi les Cévennes. Au palais de justice de Montpellier, on n'apprendra pas plus de choses qu'à celui de Rodez. Boudou restera sur ses positions, il n'est pas coupable et a fait ses aveux sous la contrainte. La défense balayera les dépositions des policiers en expliquant qu'ils n'amènent aucune preuve, mais malgré leurs plaidoiries émouvantes, Boudou sera de nouveau reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Il sauvera néanmoins sa tête, le président de la République, René Coty, commuant par décret la sentence en travaux forcés à perpétuité. Jean-Auguste Boudou continua à clamer son innocence jusqu'à sa mort, quelques années plus tard, à la maison d'arrêt de Cognac, en Gironde. J'ai conservé le souvenir des descendants de Maître Marre qui m'ont dit « Mon père, avocat d'Auguste Boudou, a toujours été persuadé de son innocence. » Et quand on connaît Maître Marre, quand on connaît sa faculté d'avocat, mais aussi son humanisme, on peut effectivement se poser la question et finalement peut-être le croire. Dans les tréfonds de cette vallée du Lot, toutes les affaires criminelles n'ont pas été ébruitées. Ainsi, il est surprenant de lire au détour du journal détective datant de mai 1953, soit 1 an après le crime de la Bessette, qu'un hameau d'Entrailles, à peine 20 km d'Espalion, a été la proie des flammes et qu'une des victimes a été retrouvée, le crâne entaillé par un bigos. Une femme a été assassinée d'un coup de la célèbre pioche. Le coupable s'avère être son mari, qui s'est suicidé d'une balle dans la tête après avoir mis le feu. La ferme a été totalement ravagée par les flammes et les preuves pouvant s'y trouver sont consumées. Ce cultivateur, vigneron, avait, selon les témoignages de ses voisins, été frappé par la foudre quelques années plus tôt et était devenu depuis agressif et violent envers sa femme et ses voisins pour qui il éprouvait une haine sans borne. Serait-il le véritable monstre de la vallée? En tout cas, la main qui cette fois avait manié le bigos ne risquait plus de frapper.